Bonjour Valérie. Bonjour, Hélène. Donc on se retrouve ensemble aujourd'hui pour une session d'investigation. Oui, Donc si tu es prête, je je t'invite le suis. à... Ouais, Ah, je vais enlever mes lunettes. ouais. Et je t'invite à t'installer confortablement. Je vais compter à l'envers de 3 à 1. Et pendant que je compte, tu vas tout simplement te détendre. À chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. 3, 2, et 1. Maintenant, Valérie, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, je t'invite à aller à la période précédant la naissance des civilisations égyptiennes afin d'observer les territoires qui peu après abriteront une civilisation qui reste encore aujourd'hui un grand mystère. 1, 2, 3. Oui, ça y est, j'y suis, je vois beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Ok. Mm. Au niveau de ces territoires, est-ce que tu observes d'autres éléments? Il y a des animaux, il y a la faune, la flore. Quoi, il y a vraiment des plantes. C'est très, très vert et très fleurissant. Mhm. Est-ce que tu observes encore d'autres choses sur ces territoires? Alors, ce que je vois, il y a des espèces de collines Mhm. aussi. Mhm. C'est assez vallonné. Oui. Euh, Ce que je vois, c'est que l'Égypte, il y a le Nil et le Nil était différent. Il y avait beaucoup plus, il était beaucoup plus large. Il y avait beaucoup plus de superficie qui était occupée par le Nil. Mhm. Et du coup, ça ressemble pas du tout à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, ces déserts avec du sable. Mhm. C'est pas du tout comme ça. D'accord. Donc c'est plutôt luxuriant d'après ce que tu décris. Oui, luxuriant, verdoyant, oui. Ouais. Mhm. Très bien. En quelle période te trouves-tu? J'ai 5000 avant Jésus-Christ à peu près. Mhm. Peut-être même un peu plus. Ouais. 6500. C'est ce que... Ok. Entre 6500 et 5000, voilà, en gros, c'est... Ok. Maintenant, je te propose d'observer la naissance de la civilisation égyptienne. Que perçois-tu? Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a des hommes, des femmes qui sont venus par bateau sur le Nil. Ils sont arrivés de la mer, en fait. Mhm. Ils ont remonté ce fleuve Mhm. euh, pour, euh, pour trouver des terres cultivables, en fait. D'accord. Ils sont venus en quelque sorte coloniser ce territoire pour pouvoir y vivre, s'installer. Oui, tout simplement pour pouvoir s'installer, mais ils venaient, quoi, ce que je voyais, c'est qu'ils venaient de la mer. D'accord. Ok. Et quand tu remontes un petit peu le trajet, est-ce que tu vois d'où ils venaient? Alors, ce que je vois, c'est qu'il y en a qui venaient, je sais pas pourquoi j'ai la Perse D'accord. qui vient.
Alors, je suis pas très bonne en géographie, mais là, je vois, c'est la Perse qui apparaît. Mhm, Et voilà, qui venait sur des bateaux mhm, qui étaient assez, je dirais, assez rudimentaires hein, quand même. mhm. D'accord. Bien. Sur le plan physique, quels facteurs déterminants ont co-créé leur civilisation? Bah, le désir de prospérer, vraiment, c'était ça, sur le plan physique. Mhm, C'était leur désir de pouvoir prospérer. Euh, alors, dans ces terres, ce que je vois, c'est qu'il y a eu comme des personnes qui sont venues avant en explorateur, quelque part. ouais. Et après, par contre, ça a demandé beaucoup, beaucoup de temps. Mhm. Et après, ils sont venus avec des femmes et des hommes. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont déterminants qui ont participé à la co-création de leur civilisation, autre que le désir de prospérer? Non, c'était quelque part aussi se libérer d'une vie. Bah, ça revient au même, quoi. C'est vraiment se libérer d'une certaine contrainte, quelque Hmm, part, de vie là où ils étaient. d'accord. Ok. Maintenant, sur le plan éthérique, hein, quels Yes. facteurs déterminants ont co-créé leur civilisation? Je dirais quelque part, ils ont été comme envoyés là-bas, Oui. guidés, je dirais quelque part aussi. Mhm, Euh, euh, je vois qu'il y a des êtres plus évolués mhm, qui, euh, qui les ont guidés quelque part, mhm. comme s'ils devaient préparer quelque chose. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que tu as un peu plus d'informations? Créer le début d'une nouvelle civilisation D'accord. Ok. avec vraiment tout un système, je dirais un système propre de croyances et tout ça, quoi. Ouais, c'est vraiment comme s'ils devaient créer une nouvelle civilisation. D'accord. Il y a vraiment quelque chose de plus évolué en plus, Mhm. qui est cette notion-là en tout cas. D'accord. Bien. Je te propose maintenant d'observer et de me dire, sur le plan physique, comment était organisée la population égyptienne. Alors sur le plan physique, après au niveau géographie, c'était vraiment le Nil est vraiment le point névralgique, hein, le point central des populations, c'est-à-dire que au départ c'était vers le delta et après ils se sont de plus en plus implantés un petit peu plus loin. Mhm, Vraiment, parce que ça leur donnait une possibilité de trouver de la nourriture en abondance mhm, au niveau du Nil. mhm, Et, et du coup, les terres qui étaient cultivables aussi euh, sur beaucoup de kilomètres hein, quand même hein, autour du Nil, mhm. ça leur permettait vraiment de pouvoir occuper le plus de territoire possible. D'accord. Ok. Est-ce que il y avait une division selon les classes sociales? Je dirais quelque part oui. Oui. Euh, C'était pas aussi net, je dirais, que ce qu'on peut l'entendre, mais il y avait
je dirais, il y avait des êtres qui étaient plus ouais, évolués au niveau social. Oui. D'accord. Alors, ce que je vois, c'est que par rapport aux croyances que je te disais tout à l'heure, là, ça se base beaucoup sur ça. D'accord, c'est-à-dire, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus? Par rapport à certains dieux, en fait, ce que j'ai, c'est qu'il y a eu beaucoup d'informations qui leur est venues sur le cosmos, la Terre, par, je sais pas, des êtres plus évolués qui étaient parmi eux et ils se sont servis vraiment de tout ça pour que ça s'expanse. Mhm. Et, euh, et en même temps, c'était certains êtres qui avaient le savoir sur toute cette population D'accord. et qui créaient cette espèce de caste un D'accord. peu au-dessus, quoi. D'accord. Donc ces différentes divisions selon certaines classes, c'était en Mm. fonction du savoir, en fonction des Oui, connaissances. oui, c'est ça. Alors, il y avait beaucoup, c'était lié avec le cosmos, les étoiles, les cycles aussi, les cycles terrestres, les cycles dans l'univers, quoi. Il y avait toute une connexion. Je sais Mhm. pas pourquoi je voulais pas dire ça, mais il y a une connexion en tout cas avec tout ça. Ouais. D'accord. Ok. Maintenant, je te propose d'observer qui ou quoi était Ra, dieu égyptien du soleil, sur le plan physique. Je vois un homme. Mhm. En fait, Ra, c'est pas réellement un homme, c'est un homme qui, comment dire, comment expliquer ça? C'est un corps qui recevait cette entité-là, Ra. Voilà. D'accord. Mais c'était pas un être incarné à proprement dit, en gros. Je sais pas D'accord. si. D'accord. Donc, si je comprends bien, sur le plan physique, Ra, le dieu égyptien du soleil, en Oui, fait, oui, se manifestait au travers d'un corps humain. oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Ok. Et sur le plan éthérique, qu'est-ce que tu observes? Je vois un être qui est relativement grand, Mhm. ce que je vois, c'est comme si lui avait, c'est lui qui a la connaissance aussi de toute cette cosmologie et de tout les planètes, de tous les systèmes. Mhm. Et comme si à travers ce corps, il emmenait certain savoir, en tout cas. Mhm. Ouais. D'accord. Et au niveau de son apparence, tu voyais qu'il était grand. Est-ce que tu as d'autres informations sur son apparence? Je le vois comme un géant, en fait. Mhm. C'est comme un humain, mais géant. D'accord. Il est très, très grand. Et mais en même temps, c'est parce qu'il doit avoir une forme, mais quelque part, je sais pas s'il a réellement une forme. D'accord. C'est vraiment ça qui me vient. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui fait partie de la forme, mais qu'il faut donner une forme à quelque chose. Ouais, je comprends. Ok. Bien. Maintenant, je te propose d'observer un habitant de l'Égypte antique sur le plan physique à un moment où l'on prie le dieu du soleil Ra. Et dis-moi ce que tu perçois, s'il se passe quelque chose. Alors, ce que je vois, il y a comme des effluves qui vont alors en direction de, de cette représentation, en fait. Mhm. Euh, je dirais c'est comme un capteur
Oui. la représentation de ce dieu. C'est Mhm. comme un capteur qui, ça me fait penser, c'est bizarre parce que ça me fait penser un peu à quelque chose qui est technologique aussi. D'accord. Parce que ça prend, ça filtre, ça démultiplie, quoi. Il y a vraiment plusieurs processus dans ce système-là. Mhm. Et donc cet être, il est en train de prier Mhm. et je vois, ça fait comme des espèces de d'effluves qui sortent de lui Mhm. et qui vont donc à cette statue représentative Oui. et qui passent à travers cette statue et c'est comme si ça emmenait dans une autre dimension. D'accord. Et que toutes les personnes qui le prient, Mhm. tout va au même endroit, en fait. D'accord. Ok. D'accord. Ok. C'est sur ce que tu perçois, c'est sur le plan éthérique ou aussi physique? Comment tu... Non, c'est sur le plan éthérique. Après, sur le plan physique, bah, voilà, il est en train de prier, mais c'est tout, quoi. Par contre, sur le plan éthérique, je vois vraiment Voilà. ces espèces d'effluves Oui. qui passent dans cette représentation et qui sont centralisés. Tout est centralisé au même endroit. D'accord. Et ces effluves, c'est... Quelle est la nature de ces effluves que tu perçois quand un habitant prie le dieu soleil, Ra? Ce que je vois que c'est vraiment de l'amour, quelque part, je dirais. C'est vraiment une énergie d'amour parce que je vois quelque chose de doré. Mhm. Et en même temps, je vois des... C'est bizarre parce que je vois comme des hiéroglyphes dedans. D'accord. Avec des demandes, en fait, parce qu'il y a aussi des demandes. Et c'est rigolo parce que c'est comme un service postal, tout est centralisé. Et puis D'accord. après... D'accord. Donc, par rapport au plan... Alors, parce que la question qui suit, c'est que perçois-tu sur le plan physique et métaphysique? Donc, déjà, dans les informations que tu viens de citer, il y a la mise en condition physique, je perçois dans ce que tu dis, de l'habitant qui va prier le dieu Ra et qui, en même temps, fait des demandes, si j'ai bien Mhm. compris. Oui, c'est ça. Sur le plan éthérique, hein, ça envoie ces sortes d'effluves hein, qui sont Ouais, ouais, concentrés au niveau de la représentation physique du dieu Ra oui, et ça va vers une autre dimension. Donc, est-ce que oui. cette autre dimension est sur ce plan dit métaphysique? Qu'est-ce que... Euh, quelque part, ça passe par ce plan métaphysique, mais ça va même au-delà de ça. Ouais, Parce que ça part dans des dimensions bien plus importantes, en fait, bien plus profondes. ouais, C'est, ouais, c'est ce qui me vient. d'accord. Mm. Tu as d'autres informations par rapport à qu'est-ce que ça devient, toute cette information, toute cette énergie? En fait, je dirais c'est comme si cette énergie, elle était pas réellement absorbée, mais elle était contenue. Mhm, Ensuite, elle est comme analysée mhm, et il y a des choses qui sont renvoyées après. d'accord. Euh, pour, comment dire, orienter la personne, peut-être qui... C'est comme une réponse à la demande, en fait, Hmm, chez la d'accord. personne, Ok, ouais, qui d'accord, prie. d'accord. Ok. Dis-moi, quels sont le ou les symbolismes représentés par l'œil de Ra, appelé aussi l'œil qui voit tout? Triangle, je vois, il y a un triangle, puis triangle. Mhm, Triangle, je vois aussi l'œil d'Horus. mhm,
je vois ça aussi. L'œil d'Horus, en fait, c'est comme un mélange avec les différentes comment on va dire, constellations. D'accord, Je sais pas, il y a ça aussi. Je sais pas pourquoi ça vient là. d'accord. Euh, du coup, l'œil de rat, quoi, rat, l'œil qui voit tout, c'est vraiment le triangle. Et tu sais, ça me fait penser un peu tout ce qui est le symbole euh, Illuminati, je crois que c'est Hmm, ça. ouais. Ça me fait penser un petit peu à ça, sauf qu'il n'y a pas tout ce qu'il y a sur les symboles Illuminati. Je vois que eux, ils ont rajouté des choses, Hmm, mais sinon à la base, c'était vraiment ça. d'accord. Parce que le triangle, je sais pas pourquoi, ça ramène au chiffre 3 Mhm, et à une espèce d'unité quelque part. d'accord. Ok. Avait-il une utilité sur le plan physique, cet œil de rat? Euh, c'est vraiment la représentation, sur le plan physique, c'est vraiment la représentation juste que vous n'êtes pas seul, je vois tout, en gros, c'est un peu l'idée, quoi. Hmm, Euh, pour que les personnes, en fait, soient vraiment à ancrer ça dans leur système de croyance et à s'en servir, quoi, à l'invoquer, en tout cas, le plus possible. ok. Et est-ce que il avait une utilité sur le plan métaphysique? Je vois que ce triangle, en fait, encore, je vois ce triangle. Euh, Ça me fait penser à un certain niveau vibratoire, en tout cas, que c'était dans des lieux vraiment particuliers où il y avait un impact vibratoire, en tout cas, sur le plan métaphysique. Il y avait vraiment ça par rapport à cet œil. Mhm, Et en même temps, c'est ce que je vois, c'est comme je dirais des caméras qui sont reliées. mhm, C'est bizarre. mhm. C'est vraiment bizarre. C'est comme des caméras qui sont reliées et qui peuvent prendre des scènes de un petit peu partout, quoi. D'accord. Ok. Donc tu veux dire par là que sur le plan métaphysique, la représentation de l'œil de rat, Mm. c'était aussi comme Un un moyen moyen, d'observation, un moyen d'observation aussi. je dirais, quelque part, ouais. D'accord. Ok. L'œil de rat est un symbole présent et utilisé jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que ce sont des portes, je dirais, quelque part, hein. Mhm. Comme des portes d'accès multidimensionnelles aussi. C'est-à-dire que ça permet une observation. C'est pour ça qu'ils sont... Quoi? Il y en a plein qui l'utilisent et qui savent même pas ce que ça veut dire ou ce que ça peut représenter ou ce que c'est réellement. D'accord. Mais Ok. ouais, c'est vraiment comme si on voulait s'en servir en même temps aussi pour la vibration. Mhm. Ok. Je te propose d'observer son utilisation. Qu'est-ce que tu perçois, vois, au niveau de son utilisation? Alors, c'est bizarre parce que ça me projette tout de suite dans une pyramide. Oui. Et je vois une pyramide, tu sais, comme si elle était en 3D là et qu'elle tourne. Ok. Euh, c'est comme un moyen de voyager peut-être. C'est bizarre parce que
C'est vraiment ça, je vois cette pyramide qui est faite d'énergie, hein. Je la vois juste faite d'énergie Oui, et elle pivote comme ça. Et c'est comme si elle se mettait en rotation oui, et qu'elle tournait à une certaine vitesse et que ça emmène, ça crée un champ fréquentiel et ça fait comme une décharge quantique oui. et ça emmène dans des univers, dans d'autres univers en fait. D'accord. Comme ce que tu disais, en fait, que l'œil Ouais, de rat est une porte d'accès multidimensionnelle, en fait. ouais, c'est ça. D'accord. Dans son utilisation, en fait, ça crée un champ fréquentiel. Oui, c'est Et ça, ça crée un champ fréquentiel et du coup ça propulse dans un autre univers. d'accord. Ok. Mais il y a plein de gens qui savent pas, hein, ça, qui D'accord. le savent pas. Non. Ok. Dis-moi, jusqu'à quel point l'œil de rat influence-t-il ésotériquement la culture mondiale en 2020? C'est quand même assez important parce que ça attire vraiment beaucoup de personnes Ouais. dans le sens où il y a beaucoup de mystères, on cherche beaucoup de réponses par rapport à tout ça. Et il y a beaucoup je vais dire, de représentations qui sont utilisées pour la protection, quoi. Il y en a beaucoup. Mhm. Et je vois aussi Isis, c'est quelque chose qui est, quoi, c'est une divinité qui est très prisée en fait Mhm. aussi. Mhm. Et il y a eu pas mal de monuments même partout qui ont été dédiés à elle. Mhm. Et il y a vraiment un impact assez important. D'accord. C'est et en même temps, il y a comme un espèce de savoir à travers tout ça qui voudrait être retransmis, mais que on comprend pas en fait. Mhm. Ok, bien. Les anciens Égyptiens en Afrique et la civilisation pré-Inca, donc les Incas en Amérique du Sud, ont évolué dans des lieux opposés sur le globe. Dis-moi, est-ce qu'il y a des origines communes sur le plan physique entre ces deux civilisations? Je vois pas que sur le plan physique ça soit commun, mais par contre sur le plan métaphysique, c'est comme s'ils étaient reliés à la même chose. D'accord. Ok. Comme s'ils prenaient toutes les informations au même endroit, en tout cas. D'accord. Donc sur le plan métaphysique, éthérique, euh, ce qu'ils ont en commun, c'est l'origine de leur savoir, de leur Oui, connaissance. oui, de leur connaissance, oui, c'est ça. Ok. C'est un peu similaire, quoi. C'est même assez similaire, quoi. D'accord. Bien. Est-ce que tu vois d'autres points communs, origines communes entre ces deux civilisations au niveau Bah, physique ou éthérique? c'est le soleil, hein, moi qui me vient, c'est toujours le soleil, c'est ce soleil, c'est tout tourne autour de ça en permanence. Et pour eux, c'était des divinités, mais parce que ils étaient limités en tant qu'êtres humains, ils étaient limités, ils pouvaient pas imaginer ou aller vers autre chose. Et en même temps, c'était un moyen aussi de pouvoir connecter avec ce savoir. Et mais tourne autour de ce soleil, vraiment. D'accord. Ok. Selon l'archéologie officielle, ces deux civilisations n'ont jamais été en contact. Cependant, les deux cultures possédaient mystérieusement et étonnamment les mêmes arts antiques, comme l'architecture, le symbolisme, la mythologie et la religion y compris. Peux-tu me donner quelques exemples sur le plan physique
qui indique ce que la civilisation égyptienne et inca ont en commun. L'écriture, même si il n'y avait pas de similitude physique, mais en tout cas, l'écriture, c'était en commun. C'est tout ce qui était aussi vénération de ce soleil. Mhm. Euh, Ils avaient ce savoir aussi sur l'univers et sur euh, la cosmologie encore, Mhm. je vois, et il y a vraiment tout ça quoi qui est en commun. C'est comme si ce savoir avait été disséminé, tu sais, par-ci par-là. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres exemples sur le plan physique de points communs entre ces deux civilisations? L'or, hein. L'or. C'est ce qui, ouais, ça a été tout de suite là, l'or. Mhm. Ok. Pourquoi les pyramides ont-elles été construites? Pour permettre quelque part à l'être humain de pouvoir quitter le plan terrestre une fois. C'est comme des lampes de lancement. Mhm. Euh, En fait, les pyramides, ce que je vois, c'est que dans leur fonctionnement, ils étaient capables de générer des champs Oui. électromagnétiques Mhm. qui soient une énergie au-dessus de pure, quoi, très très Mhm. pure. Voilà. Et ça permettait déjà de créer aussi un champ fréquentiel tout autour Oui. et de quelque part c'est de déjouer euh, les éléments quelque part. Mhm. C'est-à-dire que par exemple il y a l'attraction terrestre, et ben là avec ce champ on pouvait ne plus être léger, quoi, tu vois, changer de densité quelque part, changer D'accord. la densité des éléments. Euh, et en même temps, l'homme, s'il se mettait au niveau de cette pyramide, au niveau du centre de cette pyramide, avec cette énergie qui était générée, Oui. qui venait aussi avec les forces cosmotelluriques, hein, Oui. qui jouaient avec tout ça, c'était comme un canal de retour vers quelque chose de plus grand, quoi, de plus grande, plus de sans forme, voilà. D'accord. Ok. Donc là, quitter le plan Quitter le plan terrestre. terrestre, Mhm. vraiment, c'est ce que j'ai vu là. Ça faisait comme des rampes de lancement D'accord. où les êtres pouvaient, pouf, partir. D'accord. Les Égyptiens et les Incas ont-ils construit les pyramides pour les mêmes raisons? Oui, Oui. oui, oui, oui. Alors. C'est pour retourner. Ça leur permettait de retourner à ce qu'ils appelaient eux le dieu soleil, hein, c'est cette source en fait. Mhm. Et c'était vraiment leur but parce qu'ils avaient le savoir. Ils avaient le savoir en Égypte et ils avaient le savoir aussi en Amérique du Sud, par exemple, hein, mais des pyramides, il y en a partout sur la planète, hein. On n'a pas Mhm. l'impression là, mais il y en a partout, partout, partout. Mhm. D'accord. Et juste une question, quand tu parles de retourner à leur source, entre guillemets, si Oui. c'est bien, si j'ai bien compris, c'est au moment de leur mort? C'est à pour ce moment-là? C'est... Alors, ils pouvaient les utiliser au niveau, quoi, au moment de leur mort, mais pas que aussi. Ça leur permettait de pouvoir voyager Hmm. euh, dans l'espace et le temps. D'accord, C'est ce que je vois aussi, d'accord. Sans entraîner la... sans euh, entraîner la mort ok, physique. d'accord, ok. Parce que ça...
les informations que tu rapportais m'ont intriguée. Et du coup, voilà, je voulais voir si c'était Ouais. juste uniquement au niveau de la mort ou si ça pouvait avoir une autre fonction de base de lancement, comme tu disais. Ouais. Parce que l'énergie qui était générée par ces pyramides, que ce soit en Égypte ou même en Amérique du Sud, c'est des pyramides qui sont vraiment particulières et cette énergie est vraiment particulière aussi. D'accord. Quoi, je le ressens en tout cas. Ok. Maintenant, je te propose d'aller sur le plateau de Gizeh et d'observer les 3 pyramides sur le plan physique. Mm. Il a été découvert une corrélation entre la position des 3 pyramides et les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Est-ce que tu l'aperçois, toi, cette corrélation? C'est rigolo parce que avant que tu me le dises, je voyais des étoiles qui étaient en alignement avec ces pyramides. Mhm, Du coup, je pourrais te dire oui, bien sûr, je la vois. mhm. Je savais pas que c'était Orion, mais en tout cas, je voyais vraiment que c'était relié. Ouais. D'accord, ok. Qu'est-ce que ça représente sur le plan physique? Alors, je dirais que ce sont des alignements vraiment. Et encore une fois, c'est, tu sais, tout à l'heure, je parlais de force cosmotellurique dans les pyramides. Mhm. Il y a une force qui vient. C'est comme si cette pyramide, il y a autant de choses en surface qu'en dessous. Ouais, C'est comme si la pyramide en dessous, elle était pareille qu'en surface, mais sauf qu'elle était dans l'autre ouais, sens, en fait. ouais. Et ce que je vois, c'est que elles prennent l'énergie, une énergie aussi cosmique Mhm. de ces étoiles. D'accord, Il y a vraiment ces deux champs d'action du haut vers le bas et du bas vers le haut. d'accord. Et là, ce que tu me décris, c'est sur le plan métaphysique, là, par rapport aux énergies? Oui, sur le plan Ouais. métaphysique, voilà, c'était vraiment, elles prenaient leur source d'énergie Mhm. pour créer ce champ, en tout cas de ces étoiles. D'accord. Mais le champ, sur le côté physique, il y avait une répercussion hein, quand il y avait vraiment cet alignement et c'est comme une machine qui se mettrait en route Ouais. et ça crée vraiment des choses palpables dans la matière. C'est-à-dire que, par exemple, ce que je vois, c'est qu'il y avait un bloc de pierre, bah, il pouvait être en lévitation grâce à cette énergie qui était générée par cette pyramide, par exemple. D'accord. Ok. Oui. Ça permettait de. Oui. De modifier la densité de la matière Et le phénomène de et gravitationnel. ouais, Enfin, c'est ça aussi. d'apesanteur, enfin, ou de pesanteur. D'apesanteur, Ouais. ouais, c'est ça. Ok. D'accord. Bien. Et en même temps, ça permettait de pouvoir voyager et voilà. D'accord. Bien. Je te propose maintenant d'observer quelques hiéroglyphes, ceux représentant un hélicoptère, un avion, un sous-marin et une soucoupe volante. Pourquoi ont-ils été représentés? Parce que ça, ils avaient une lecture sur le passé, le présent, le futur. C'est comme si tout se chevauchait, était. Il n'y a pas de notion de temps en fait. Hmm, Nous, on voit une certaine chronologie dans la vie hmm, à travers l'œil, je dirais, de notre perception, propre perception. oui, Et eux, en fait, il y avait pas cette chronologie et ils étaient capables de voir vraiment le passé, le présent, le futur. d'accord. Et du coup, bah oui, ils pouvaient voir le futur et du coup, ils représentaient aussi ce qu'ils voyaient. Mhm, d'accord. Mais c'était normal. Pour eux, c'était normal. Ok. Donc c'était des représentations en fait de ce qu'ils percevaient, mais en fait ils savaient pas que c'était du futur pour nous, hein, dans notre chronologie. Mm. C'était comme si c'était leur présent en fait. Ils le voyaient déjà. Oui, oui, Ouais. il y avait vraiment, parce que par rapport à nous, ils étaient capables d'aller dans d'autres plans, sur d'autres plans, comme on va chez
chez le coiffeur, quoi. Je Mm. dirais quelque part, c'est un peu la même chose pour eux. C'était tellement normal, Ok, normal. C'était voilà. ok, bien. Quel type d'éclairage était utilisé par les Égyptiens antiques? Alors il y avait un peu de tout. Alors il y avait vraiment le feu. Mhm, Vraiment, le feu, ça avait un grand rôle hein, dans leur civilisation. mhm. Euh, il y avait aussi une espèce de, tu vois, ça revient toujours à ce système de pyramide où il y avait une énergie. Tu vois, ça me fait penser aussi un peu à Tesla, tout ça. Oui, Une énergie libre et renouvelable à vitam aeternam. mm, d'accord, Il y avait vraiment ça aussi, ok. qui était produite par ces pyramides, Mhm, par ces, ouais. Qu'aujourd'hui, on sait même pas, on sait plus quoi. mhm, Quand, peut-être certains savent, mais le taisent, en tout cas. mhm, d'accord. Est-ce qu'il y a un autre type d'éclairage qui était utilisé ou pas? Donc, bah, par cette énergie, Mhm, là, je vois qu'il y a vraiment. Et puis, le feu, pour eux, le feu, c'était sacré quelque part aussi. Je vois qu'il y avait beaucoup de feu, de flammes qui étaient contenues, en tout cas. d'accord, ok. Et enfin, dernière question. Pourquoi les Égyptiens antiques pratiquaient-ils le rituel d'embaumement? Euh, quelque part, c'était par rapport à un système de croyance déjà Mhm, qu'ils avaient et sur la représentation de l'immortalité en fait. mhm, C'est-à-dire que pour eux, c'était important que le corps physique, ils étaient vraiment très conscients que ce n'était qu'une enveloppe et que à travers l'image de ce corps physique, dans sa conservation à travers le temps, mhm. on pouvait prendre conscience de cette immortalité. En gros, c'est un peu l'idée. D'accord, ok, parfait. Ouais. Et ils avaient des techniques assez pointues quand même. Hein. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois? Ben, en fait, ils savaient vraiment comment fonctionnait le corps. Ils savaient exactement où étaient les organes, ce qu'il fallait retirer, ce qu'il fallait laisser. Ils savaient, il y avait vraiment euh, des étapes à respecter et ça, ils le maîtrisaient mais totalement, quoi. Au niveau savoir, ils avaient vraiment des choses très très importantes et c'était très complet, quoi. Ils avaient vraiment une grande bibliothèque qui leur permet, quoi, bibliothèque, hein, c'est voilà, c'est une Mhm. image, Oui, mais qui leur permettait vraiment de comprendre vraiment tout. C'est assez impressionnant. d'accord, très bien. Eh bien, nous avons terminé avec cette enquête. Et donc, je te propose maintenant de te déconnecter de tout et de tous. Je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, ton corps va commencer à se réveiller. À 3, tu seras ici et maintenant, dans notre temps présent, complètement déconnecté de tout et de tous. 1. Ton corps est en train de se réveiller, il est de plus en plus léger et récupère sa propre force. Ton énergie est centrée et équilibrée. 2. Tu te sens merveilleusement bien dans tes fréquences idéales et qui t'amènent vers une sensation de paix, de bien-être, de joie dans tout ton corps. 3. Tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te sens Pas très bien, je suis toujours surprise quand j'ouvre les yeux de me retrouver là. après ce voyage?
après ce en, grand voyage. en Égypte. Ouais. Super. Eh bien, écoute, je vais arrêter l'enregistrement. Et écoute, au plaisir de reparticiper avec toi à ces cycles d'investigation. Avec plaisir. Bye Au revoir. bye. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente.
è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete, cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne metta,
se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi
di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.